Les matins de France Culture, 7h-9h, Guillaume Erner. 7h43, nous avons réfléchi à une manière de vous faire entendre le coronavirus, de vous le faire entendre autrement. Et comment? Eh bien, au travers d'un dialogue avec deux personnes que je vais vous présenter immédiatement. Éric Orsena, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de l'Académie française, vous êtes romancier et depuis 15 ans, vous travaillez sur la mondialisation au travers de différents ouvrages. Vous êtes notamment intéressé aux méfaits du moustique au travers d'un livre, Géopolitique du moustique, petit précis de mondialisation aux éditions Fayard. En face de vous, Jean-François Chambon, bonjour. Vous êtes directeur de la communication et du mécénat de l'Institut Pasteur, médecin spécialiste des maladies infectieuses. Et vous avez travaillé entre 1985 et 2005 sur le sida. Or, tous les deux, vous avez de nombreux points communs parce que Éric Orsena, vous avez consacré en 2015 une biographie à Pasteur. Vous êtes devenu ambassadeur de Pasteur. Il faut nous expliquer comment vous en êtes venu à vous intéresser à ce grand médecin. Parce que par les hasards de la vie, les hasards bienveillants de la vie, je m'étais retrouvé au fauteuil de Pasteur. Et j'avais à côté de moi, tous les jeudis, pendant les séances de l'Académie, François Jacob, qui me disait « Tu n'as pas honte ». Il faut rappeler qui était François Jacob, prix Nobel de médecine, grand pasteurien, et qui me répétait « Tu n'as pas honte d'être assis au fauteuil de Pasteur », alors que en tant qu'économiste et romancier, tu n'y connais rien du tout. Tu n'y connais rien du tout. Donc, fais un peu d'effort. Donc, c'est pour ça que j'ai travaillé à une biographie de Pasteur. Et j'ai rencontré énormément de chercheurs de Pasteur et ça m'a absolument passionné. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans la vie de Pasteur? Parce qu'il faut rappeler là aussi... Pasteur, nous sommes à la fin du 19e siècle. Et on sait à peu près décrire les effets des maladies infectieuses, mais on ne connaît pas la cause. Et ce qui se passe avec Pasteur, c'est qu'il découvre la cause. Ce sont des toutes petites bêtes qu'il appelle les microbes. Microbio comme biologie, des microbes. Et ce sont ces petites bêtes qui sont responsables. Donc il y a chaque fois qu'il y a une maladie infectieuse, il y a une petite bête qui est responsable. Donc on trouve la cause. Et Pasteur, c'est trois choses. C'est comprendre, soigner et transmettre, c'est-à-dire enseigner. C'est ça ce qu'il a fait, de façon absolument formidable et tout à fait visionnaire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Pasteur se trouve dans 26 pays, un réseau inouï, et il est en première ligne quand il y a des menaces comme Ebola ou comme maintenant le corona. Qu'est-ce que l'Institut Pasteur? Parce que là aussi, ça mérite quand même quelques mots d'explication, Jean-François Chambon. Bonjour. L'Institut Pasteur, c'est un centre de recherche de dimension internationale qui est basé dans le 15e arrondissement à Paris, qui a été fondé par Louis Pasteur et inauguré en 1888, donc il y a un peu plus de 130 ans. Et il a été fondé par Louis Pasteur suite à la communication fabuleuse qu'il a fait à l'époque à l'Académie des sciences de la mise au point d'un traitement de type vaccinal pour éviter la rage. Et le succès de cette découverte, après une longue carrière scientifique de Pasteur, qui était chimiste, mais qui est devenu microbiologiste, qui a inventé la microbiologie, a permis, grâce à une souscription publique qui a eu un succès massif à l'époque, de créer cet institut qui, 130 ans après, poursuit exactement la même mission qu'il lui avait assignée à l'époque. Comme l'a dit Éric, comprendre, soigner, transmettre. Donc on fait de la recherche dans un objectif de produire des connaissances et on travaille depuis plusieurs années et particulièrement depuis 2 mois sur le coronavirus pour produire de la connaissance. On fait aussi de la santé publique et notamment de la veille sanitaire et c'est le Centre national de référence de ces virus respiratoires qui a permis de faire les premières découvertes sur le coronavirus. Et puis on fait de l'éducation, de la formation et de l'innovation. Jean-François Chambon, j'ai sous les yeux le Figaro Magazine de cette semaine. La course au vaccin, c'est la une de ce magazine. Le Pasteur y participe, bien entendu. Vous l'aurez quand, le vaccin ? Vous allez directement à des questions essentielles. La fabrication d'un vaccin, c'est tout un processus. Il y a effectivement des maladies, et notamment infectieuses, pour lesquelles on dispose de vaccins très efficaces. Puis il y en a d'autres, comme le sida, et ça fait 20 ans qu'on cherche un vaccin, 40 ans qu'on cherche un vaccin sur le sida, et Dieu sait si les équipes ont travaillé, et on n'en dispose pas. C'était ma question suivante. Pourquoi le sida n'a-t-il pas aujourd'hui de vaccin? Pourquoi penser, si vous le pensez, que le coronavirus en aura un? Parce qu'on a affaire à deux virus qui sont
des virus, mais qui sont de familles extrêmement différentes et surtout qui ont des modes d'action extrêmement différents. Expliquez-nous. Quand vous avez on sait très bien faire le vaccin contre la grippe, par exemple. Et pourtant, le virus de la grippe change tous les ans et on refait un nouveau vaccin contre la grippe tous les ans. C'est une maladie qui est très sensible à ce type de production d'anticorps. Pour ce qui concerne le VIH infecte les cellules du système immunitaire lui-même et détruit finalement le système immunitaire qui est la machine à fabriquer les anticorps après injection d'un vaccin. Et c'est ça qui fait la grande différence. Pour le coronavirus, des équipes ont déjà commencé à travailler dans plusieurs laboratoires dans le monde. On utilise les technologies vaccinales qui ont été considérablement développées depuis 40 ans et vous allez avoir un certain nombre de candidats vaccins, et je dis bien, c'est pas la même chose, un candidat vaccin qui pourront être testés à partir de l'automne probablement, en première administration chez l'homme. Et là, on aura besoin d'un certain temps pour vérifier que ces vaccins sont véritablement efficaces. Éric Orsena. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'on attend le vaccin, tout le monde attend le vaccin, et quand on a un vaccin dont l'efficacité est prouvée, on se met à tacler le vaccin, à dire le vaccin c'est dangereux, etc., alors qu'aucun autre mécanisme, aucun médicament, jamais n'a été aussi efficace que les vaccins. Donc c'est ça, ce qui est très intéressant dans cette crise, c'est qu'on remet en cause des tas de mécanismes. Mais je voudrais dire une autre chose, c'est que avant de s'intéresser aux êtres humains, Pasteur s'est intéressé aux autres animaux. Parce qu'il a d'abord été d'une certaine manière vétérinaire, car il a traité les maladies du ver à soie, qui entraînaient des drames écologiques économiques dans toute la vallée du Rhône. Il s'est attaqué au choléra des poules, etc. Donc, dès le début, il a mis en place ce qui est l'évidence maintenant, c'est-à-dire l'unité de la vie. Il y a une seule santé, une santé globale. Et quand l'environnement va mal, comment nous pourrions, nous, aller bien? Quand les animaux vont mal, comment nous, qui faisons partie de cette grande famille des animaux, pourrions-nous nous sentir bien? Et quand on se nourrit de n'importe quoi, comme en Chine, c'est quand même pas la première fois où une maladie terrible qui va s'étendre dans le monde entier, qui vient de ces marchés de Chine, où on mange des animaux vivants de n'importe quoi. Et c'est une autre question qui est posée, c'est demander des prix de plus en plus bas pour l'alimentation, c'est-à-dire manquer de respect vis-à-vis de l'alimentation. Et pour ceux qui produisent ce qui nous nourrit, entraîne des drames. Donc la question est aussi posée, c'est aussi la question de l'agriculture et du respect des agriculteurs. Jean-François Chambon, c'est effectivement une répétition. C'est pas la première fois qu'il y a un virus qui aurait des origines animales? Ah oui, c'est très très bien connu, ce qu'on appelle des zoonoses. On vit, nous, humains, en coexistence avec notre environnement en général et avec tous les autres êtres vivants. Et les virus et les bactéries infectent aussi les animaux. Et vous avez, à certains moments, des possibilités de transmission de l'animal à l'homme, de rupture de ce qu'on appelle la barrière d'espèce. Et vous allez avoir des virus, notamment parce que les virus sont des micro-organismes qui évoluent. Un virus, c'est pas stable. C'est un parasite absolu de la cellule qui porte un code génétique et ce code génétique va intégrer le code génétique de la cellule humaine. C'est comme ça qu'il se reproduit. Et en se reproduisant, il va muter, il va changer. Et en changeant, il peut acquérir des capacités infectieuses différentes et notamment contaminer l'homme. Alors, on l'avait déjà avec la dite grippe aviaire. C'est donc au moins la seconde fois que cela arrive, toujours en Chine, parce qu'il faut une consommation particulière. Est-ce qu'on a des idées sur les manières dont ces virus franchissent la barrière des espèces ? Alors, la dite grippe aviaire, c'est parce qu'effectivement, le virus qui est devenu ce virus de cette grippe aviaire s'est auparavant développé dans des élevages de volailles, et c'est pour ça qu'on a appelé ça grippe aviaire. Il aurait pu aussi se développer dans des élevages de cochons, c'est bien connu. Il aurait pu se recombiner avec d'autres virus à l'occasion de cette existence chez le cochon ou chez la volaille, et il devient contaminant pour l'homme.
l'homme. Quand il devient contaminant pour l'homme, il s'humanise. Et en s'humanisant, il crée une nouvelle épidémie qui concerne l'homme. Ce qui s'est probablement passé avec ce coronavirus. Éric Orsena, vous vous êtes intéressé aux moustiques et je crois que vous vous intéressez en ce moment aux cochons. Oui, je me suis intéressé aux moustiques parce que le moustique est le porteur de parasites, et les parasites nous atteignent nous-mêmes. Et donc, dans la mondialisation, il y a des éléments extrêmement positifs de collaboration, de développement du commerce, etc. Mais il y a aussi ces fragilités-là. Parce qu'un moustique, il ne vole que 500 mètres. Donc, s'il n'a pas une possibilité d'être relayé, évidemment, ça ne marche pas. Et je me suis passionné pour ces affaires de moustiques, puisque on s'est demandé pourquoi est-ce qu'il y avait des cas de chikungunya et de Zika au Texas. Et on a trouvé très simplement, c'était parce qu'on avait acheté des pneus usagés en Asie, et que dans les pneus, c'est difficile de tout sécher. Il y avait une zone un peu humide dans laquelle il y avait des œufs de moustiques, et les œufs, ils se sont trouvés au Texas bien, et ils ont commencé à et puis comme ils étaient infectés, ils ont commencé à... Donc vous voyez ce genre de mécanisme. Moi, ce qui me passionne, c'est trouver le lien, c'est-à-dire ce qui franchit les frontières. Et donc je m'intéresse depuis maintenant 1 an et demi sur cette affaire du cochon. Qu'est-ce qu'il a, le cochon? Le cochon, c'est la viande la plus consommée au monde. Alors, il y a des élevages industriels, on le voit, il y a des, comme en Bretagne, il y a des élevages un peu de qualité, comme dans le Pays Basque. Et puis en Chine, c'est les principaux consommateurs. Et donc, on a découvert en Chine une épidémie, une épizootie, c'est-à-dire une épidémie de bêtes qui ne touche pas les humains, pour l'instant, qui ne touche pas, et qui a touché des millions et des millions de cochons. Et donc, la peste porcine. Et ce qu'on appelle la peste porcine, dite africaine, parce que la première origine, c'est africaine. Pourquoi on a appris ça la peste? Parce que c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est une maladie qui tue les cochons. Le premier symptôme, c'est on voit les oreilles rouges des cochons, et là, à ce moment-là, il faut détruire immédiatement l'élevage entier. Donc imaginez la violence de ce qui se passe. C'est-à-dire que l'éleveur qui voit une bête avec une oreille rouge, c'est une catastrophe pour lui. Et donc, il ne déclare pas forcément. Donc, les autres peuvent le déclarer. L'armée arrive avec des bulldozers, on creuse un grand trou et on vire tous les cochons dans le trou et on renferme. Vous voyez, ce genre de violence. Donc, ce qui m'intéresse, c'est ça. Ce qui m'intéresse aussi, c'est les mensonges. C'est les refus de la réalité. C'est ne pas dire. Et ce qu'on a entendu dans la revue de presse extraordinaire, c'est-à-dire que Donald Trump, il a la même attitude que son pire ennemi, l'Iran, c'est-à-dire le mensonge. Mais non, tout va bien, il n'y a rien à voir. C'est l'irresponsabilité des deux ennemis qui ont exactement la même attitude de négation par rapport à la réalité, qui en fait, au fond, est bien plus anxiogène, évidemment très négative pour toutes les campagnes de soins qui peuvent être mises en place. Vous voyez, ce qui me passionne, moi, c'est ce lien-là, ce côté religieux au sens étymologique, c'est-à-dire relié. Nous sommes tellement reliés maintenant. Jean-François Chambon, vous qui représentez l'Institut Pasteur ici et qui êtes médecin, est-ce qu'on comprend pourquoi certaines épidémies franchissent la barrière de l'espèce? Pourquoi la peste porcine, par exemple, demeure cantonnée a priori au cochon et ne franchit pas donc cette barrière entre le cochon et l'homme, tandis que le coronavirus, semble-t-il, nous a été offert par des chauves-souris. Il y aurait peut-être un mammifère intermédiaire. On a incriminé le pangolin. Oui, il y a encore des discussions sur cette question-là. En fait, on vit... Les virus et les bactéries existent depuis, et les micro-organismes en général, j'allais dire depuis la nuit de l'humanité, et peut-être ont même précédé l'humanité. Et on vit en équilibre avec ces pathogènes. Et ça, c'est Pasteur qui nous a appris ça, et on a acquis depuis Pasteur beaucoup de connaissances. On est en équilibre avec ces pathogènes. Et la plupart de ces micro-organismes sont absolument clés, puisqu'on sait bien maintenant que dans l'estomac, la plupart des bactéries nous sont absolument essentielles. Voilà. Donc, et l'équilibre peut être rompu. Mais les virus, ils ne servent à rien. On a à l'intérieur de notre corps ce qu'on appelle le microbiote maintenant, et qui est présent, qu'on appelait flore intestinale auparavant, et qu'on appelle microbiote depuis qu'on sait mieux le décrire grâce au séquençage, grâce au diagnostic génétique de ces micro-organismes. Ce microbiote, il est absolument essentiel, et tout ce qui le compose, effectivement, est essentiel pour notre propre survie. Alors, si on détruit le microbiote,
microbiote d'un individu, il meurt. Mais il est fait de virus. Il est fait de virus, et il est fait de bactéries, il est Quelle fait est la de différence entre un virus et une micro-organismes. bactérie? Une bactérie est un être vivant. C'est une cellule avec un noyau, un ADN, comme nos cellules humaines, et avec à l'intérieur tout le matériel nécessaire pour vivre. Et vous mettez dans une boîte de pétri, une boîte de culture, une bactérie, au lycée. elle va se multiplier. Elle va se multiplier. Donc c'est un être vivant. Un virus, c'est un fragment d'ADN ou d'ARN, donc un code génétique, enfermé dans une enveloppe, sans aucun matériel. C'est pas un organisme vivant, c'est un code. Et le virus a absolument besoin de contaminer une cellule vivante, humaine en l'occurrence, pour pouvoir se reproduire. On continue d'évoquer le coronavirus et la manière dont deux regards, le vôtre, Jean-François Chambon, vous qui travaillez pour l'Institut Pasteur et qui êtes médecin spécialiste des maladies infectieuses, et puis celui du romancier Eric Orsena, qui est également avec nous, qui a notamment publié Géopolitique du moustique, petit précis de mondialisation. On va voir maintenant quelle mondialisation, quel visage de la mondialisation et quel changement de la mondialisation, eh bien, ce virus pourrait entraîner. Ça sera dans une vingtaine de minutes. En attendant, il est 8h sur France Culture et je vous souhaite un bon réveil. 7h, 9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. 8h22, nous retrouvons ce dialogue entre Jean-François Chambon, directeur de la communication et du mécénat de l'Institut Pasteur, mais également médecin spécialiste des maladies infectieuses, et un romancier, pas n'importe quel romancier, Eric Orsena, membre de l'Académie française. Vous avez notamment publié Un beau marché, que l'on peut suivre, réentendre sur podcast grâce au site de France Culture, franceculture.fr. Eric Orsena, le virus et les épidémies, c'est également un thème qui a beaucoup fasciné les romanciers. On a entendu Camus, on a entendu un extrait de La Peste tout à l'heure, on pourrait parler... Qui est redevenu un best-seller en Italie. C'est extraordinaire la place de Camus sur les questions de liberté, mais aussi sur les questions de menaces, sur les questions de droits de l'homme. C'est extraordinaire cette sorte de besoin de Camus maintenant aujourd'hui, c'est-à-dire l'humanisme face aux menaces de tous ordres. C'est extraordinaire le destin de Camus aujourd'hui. Il y a également d'autres exemples de romanciers qui sont intéressés aux épidémies. Je ne sais pas, Giono par exemple. Non, Thomas Mann, bien sûr, tout ce qui se passe, voilà, avec la tuberculose, tout ce qu'on peut imaginer. C'est-à-dire que l'épidémie, c'est l'allégorie, c'est la grande comparaison de nos fragilités de société. Et puis l'épidémie, c'est la crainte, c'est la menace, c'est donc une sorte de... Vous savez, les romanciers, ils essayent de raconter leurs histoires comme une sorte de comparaison de la vie, c'est-à-dire que de tension de la vie, d'extrémité de la vie. Et donc, c'est l'humain face à plus fort que lui, et en même temps devant trouver des alliés pour lutter contre quelque chose qui les dépasse. Donc on est en plein dans cette fragilité extrêmement touchante de la condition humaine. Et puis alors l'autre aspect qui rejoint donc complètement votre œuvre, c'est qu'il n'y a hélas pas d'autre exemple, pas de meilleur exemple en tout cas, de la mondialisation que le virus. On voit sa course aujourd'hui, vous vous êtes intéressé à la mondialisation, je parlais du moustique, vous l'avez fait avec le coton. Qu'est-ce que là aussi ça nous permet de voir, Eric Orsena ? Alors ce qui est très intéressant, c'est que quand on voit les mécanismes de production aujourd'hui, il y a à la fois une très grande diversité. Par exemple, pour fabriquer un Airbus, vous avez besoin de 1 500 000 pièces. Et ces pièces viennent en gros de 30 pays différents. Donc vous voyez à quel point une production dite européenne dépend en fait de productions qui viennent du monde entier. Donc il y a cette diversité. Et en même temps, il y a une sorte de concentration, c'est-à-dire dans des domaines absolument clés, comme les composants électroniques, tout vient d'Asie du Sud-Est et principalement de la Chine. Donc vous voyez, il y a cette articulation entre la diversité, c'est-à-dire un monde tout à fait relié, et un monde tout à fait concentré. Et il y a le deuxième, ce qu'on est en train de voir, c'est une épidémie comme celle-ci menace à la fois l'offre, puisque toutes les chaînes de production sont plus ou moins impactées. C'est-à-dire que quand vous êtes une entreprise française, si vous n'avez pas les éléments qui vous permettent de produire, vous arrêtez vos productions.
donc vous mettez au chômage. Donc l'offre est fragilisée, mais la demande aussi est fragilisée. Regardez ce qui se passe avec les compagnies aériennes, c'est-à-dire le transport. Alors on peut dire, c'est tant mieux, les touristes, ils nous infectent, etc. Mais si, ce qui se passe aujourd'hui, au lieu de 2,5 millions de Chinois qui viennent chaque année en France, vous n'avez plus qu'1 million. Qu'est-ce qui se passe avec les restaurants? Qu'est-ce qui se passe avec les hôtels? Donc vous voyez, donc, cette crise, qui est une crise sanitaire, va devenir une crise économique, donc une crise sociale. Ce qui est intéressant, c'est de voir un peu tous les chaînons de ces mécanismes-là. Moi, c'est pour ça que je lance des longs reportages comme ça. Mais est-ce que justement, ça ne plaide pas, puisque vous êtes romancier, Éric Orsena, vous êtes également économiste, est-ce que ça ne plaide pas en faveur de la démondialisation? Est-ce qu'on n'a pas atteint les limites précisément? Ce qui est très intéressant, il y avait un article ce matin de Jacques Attali sur, au fond, les leçons de cette affaire. C'est que, qu'est-ce qui nous retient aujourd'hui? C'est la rapidité, la croissance, toujours plus vite et toujours moins cher. Toujours plus vite, il faut qu'on ait des enfants gâtés, on veut tout de suite, donc on ne prend pas le temps, on a nié le temps, on a nié nos rythmes, et puis toujours moins cher. Ce qu'on disait tout à l'heure sur la question de l'alimentation, toujours moins cher. Quand vous imaginez que dans le budget des ménages français, on est passé d'en gros pour l'alimentation de 30% à 10%, et c'est encore moins cher. On veut toujours moins cher. Et on ne sait pas d'où ça vient. D'où ça vient, parce que comme ça, on peut dire tout ça, etc. Et on est dans des sortes de compétitions absolument injustes, parce qu'on ne sait pas du tout ce qui arrive d'autres pays du monde, on ne sait pas. Donc, on paye ce prix-là de ce dédain de ce qui nous constitue nous-mêmes. Nous sommes ce que nous mangeons. Donc, vous voyez, cette crise, comme d'habitude, nous oblige à nous regarder en face de nous. Et dernier point, moi, qui me frappe, depuis plus de 30 ans que je fais de l'économie, on dit qu'il faut changer la définition de la croissance, le produit intérieur brut. Il faut lui donner des tas d'autres éléments. Il faut le faire. Parce que quand on a parlé de la méfiance tout à l'heure et du découragement, on dit, mais au fond, à quoi sert cette croissance ? À quoi sert cette croissance si nous ne sommes pas plus heureux alors qu'il y a plus de croissance? Donc, qu'est-ce qui mesure la croissance? Et quand on mesure mal la situation, évidemment, on arrive vers le découragement. Et vous savez, ce qui est mal nommé, comme disait Camus dont on vient de parler, ce qui est mal nommé ajoute au malheur du monde. Jean-François Chambon, ce qu'il y a là aussi d'étonnant dans cette épidémie de coronavirus, c'est que lorsque l'on n'était il y a quelques semaines encore ignorant de l'épidémie, on parlait de transhumanisme, de choses extrêmement ambitieuses, de vaincre la mort, et puis maintenant finalement on se retrouve avec des recettes qui apparaissent comme étant quasiment médiévales. Je ne veux pas être insultant avec le Moyen-Âge, mais la quarantaine, des choses qui semblent extrêmement robustes et primitives. Non, mais il faut peut-être remettre cette épidémie à sa place quand même pour bien comprendre ce qui se passe. Parce que à quoi on a affaire? C'est extrêmement difficile aujourd'hui d'entendre dans toute la médiatisation qui est faite à quoi on a affaire. Et on a évoqué la peste tout à l'heure. On n'a pas affaire à une nouvelle peste. On a affaire à une épidémie d'un virus qui vient d'apparaître, dit virus émergent, donc ça c'est inquiétant. Mais ce virus, bien qu'étant pas un virus de la famille de la grippe, il s'apparente à beaucoup d'égards à une grippe. Alors la grippe, ça peut être grave, hein. Je ne parle pas de grippette, il y a tous les profils de grippe. Et donc ce coronavirus produit une maladie, se transmet à une rapidité assez importante. Vous voulez dire qu'on en fait trop ? Je ne veux pas dire qu'on en fait trop, mais il est difficile dans les épidémies, notamment quand elles sont à des phases précoces d'apparition, de s'en faire une bonne représentation. Et que la communication qui est faite, y compris les prises de parole de certains scientifiques, entraîne aujourd'hui tout le gradient de représentation entre la banalisation qui pourrait toucher au déni et l'hyper-angoisse. Non mais Jean-François Chambon, on est entre nous, vous pouvez le dire, parce qu'on s'interroge, on se dit, bon mais finalement, la grippe, par exemple, j'ai vu qu'en 2018, c'était une mauvaise année pour la grippe aux États-Unis, il y avait eu 40 millions de malades et plus de 60 000 victimes. Ce qui veut dire que cette année-là, la grippe avait énormément tué. Aujourd'hui, même si le bilan du coronavirus est lourd, très lourd,
on est loin de ces chiffres. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on est au début d'une épidémie? Est-ce que ça veut dire que l'on est en train de paniquer au sujet du coronavirus? On est au début d'une épidémie. On est au début d'une épidémie dont on recueille les informations et les analyses épidémiologiques depuis 2 mois, ce qui est une période très très courte. Donc les données qu'on a, un certain nombre sont tout à fait utiles et on s'en sert, mais elles vont s'affiner dans les semaines qui viennent, notamment à la faveur du développement de l'épidémie en France, où on va faire des études épidémiologiques probablement plus approfondies que celles qui ont été faites en décembre et en janvier en Chine, face à quelque chose qui paraissait explosif, qui est apparu explosif, et on va se rendre compte à cette occasion-là qu'on est confronté à quelque chose qui est sérieux, qui est préoccupant, mais qui n'est pas non plus évidemment dramatique, et dont les conséquences sont tout à fait maîtrisables, je dirais. Alors, ça nécessite une réponse en regard, mais vous me demandez tout à l'heure qu'est-ce qui va se passer. On sait aujourd'hui que certainement beaucoup de personnes vont être contaminées, et on sait aussi aujourd'hui que très certainement, la très très grande majorité de ces personnes vont en guérir. Ce qui est quand même... Ce qui est quand même rassurant. On parlait de la mondialisation avec vous, Éric Orsenna, parce que c'est un exemple très frappant de mondialisation. On voit qu'à chaque fois, il y a des liens dans la propagation de cette épidémie avec des phénomènes religieux qui sont une autre manière d'ailleurs de formuler cette mondialisation. On a par exemple dans cette épidémie un lien avec une secte catholique en Corée, des pèlerins chiites en Iran, un rassemblement évangélique à Mulhouse, semble-t-il. Ça vous inspire ? Oui, ça m'inspire parce que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que le monde, il est religieux. Au sens uniquement étymologique, c'est-à-dire relié. Il est relié, sans référence à un Dieu particulier. Donc, tout ce qui relie nous donne de la force et nous donne de la fragilité. C'est ça la condition humaine. Plus vous êtes fort, plus vous êtes fragile. Et donc, c'est exactement ça ce qu'on voit. Et alors, ces pèlerinages, bien sûr, c'est des gens qui sont ensemble, qui prient ensemble, qui sont très proches. Et donc, évidemment, c'est des lieux où il y a une sorte de ferveur. Et bien, en même temps, c'est des fragilités. Donc, le romancier, au lieu d'avoir des idées générales, il peut prendre un exemple. Vous voyez ce qu'a fait Camus quand il a travaillé sur la peste. C'est-à-dire, c'est pas la peste en général. Il n'est pas essayiste là-dedans. Il raconte une histoire particulière, humaine. Et avec ce paradoxe formidable de la fiction, plus vous racontez une histoire singulière, plus vous touchez le monde. Si vous voulez toucher tout le monde, vous touchez personne. C'est ça l'utilité de ce qu'on peut appeler le roman. Et puis, j'ai trouvé dans votre œuvre, Éric Orsenna, il y a des pages qui sont extrêmement laudatif sur la chauve-souris, puisque vous louez le système immunitaire de la chauve-souris, qui est, dites-vous, merveilleux. C'est très très drôle, parce que j'ai fait paraître chez Gallimard un roman d'amour au mois de janvier, et j'avais donné comme métier à mon héroïne, Suzanne, dans le livre, spécialiste des chauves-souris, vétérinaire. On m'avait dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de chauves-souris? Et puis un mois après, on dit, oh là là, quelle vista, c'est incroyable. Mais comment as-tu pu savoir? Tu avais des informations venant de Wuhan? Pas du tout. La chauve-souris est passionnante parce que la chauve-souris porte en elle toutes les saloperies qu'on puisse imaginer. Simplement, elle a un système immunologique de défense, de production d'anticorps incroyable. C'est-à-dire qu'elle accueille en elle tout ce qui peut et le plus épouvantable, et elle en vit très très bien. Alors si on arrivait à percer le système de défense immunologique de la chauve-souris à l'intérieur d'elle-même, on aurait la réponse à toutes nos inquiétudes. Donc la chauve-souris, c'est quelque chose de passionnant. Mais il faut être complètement fou pour bouffer de la chauve-souris sans, par exemple, la cuire suffisamment. Mais même de manière générale, franchement, la chauve-souris, ça ne m'excite pas tellement. Et même le matin, vous comprenez? C'est pas parce qu'on en voit beaucoup à la campagne, d'ailleurs, manifestement, Alors, il y a beaucoup d'espèces, hein. Il y a beaucoup d'espèces de chauves-souris. Les chauves-souris de chez nous portent sans doute moins de virus que d'autres. Là, je ne suis pas vétérinaire sur ces questions-là. Mais vous voyez, ce qui est formidable, c'est que on se préoccupe des tas de choses, de finances, de choses comme ça, etc. Et puis, il y a des petits animaux tout à fait méprisants qui remettent en cause toute l'économie mondiale. Donc, c'est quand même extraordinaire que un micro-organisme, même pas vivant, qui est juste un code,
fout une merde, pardonnez-moi, mais hallucinant, d'une puissance incroyable, bien plus que les chefs d'État. Il est minuscule, il n'est même pas un être vivant, il est rien du tout, un petit fragment d'ARN ou d'ADN, et il installe un désordre hallucinant. Donc, franchement, en tant que romancier, moi, je vais raconter l'histoire d'un virus, parce que c'est quand même incroyable ce qui se passe. Sa capacité de nuisance inversement proportionnelle à sa taille. C'est quand même merveilleux. Le diable est dans le détail, et le détail, c'est le virus. Jean-François Chambon, qu'est-ce qu'elles ont les chauves-souris? Pourquoi peuvent-elles porter, je lis du Éric Orsena, sans en souffrir les virus les plus redoutables? Alors, comme Eric, je ne suis pas vétérinaire. Donc, c'est une question complexe. Encore une fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on cohabite avec les micro-organismes et les animaux aussi. Et on trouve des équilibres. De la même manière, on va trouver un équilibre avec ce coronavirus. Les personnes infectées par ce nouveau coronavirus, leur système immunitaire va réagir, elles vont fabriquer des anticorps spécifiques et elles vont guérir grâce à ça. Donc, toutes les espèces s'adaptent à des organismes qui vivent en eux et qui, du coup, sont pathogènes à un moment et ne le sont plus après. Voilà, la chauve-souris a un métabolisme tout à fait particulier, une température particulière qui lui permet effectivement de cohabiter et du coup d'héberger tout un ensemble de pathogènes qui ne le sont pas pour elle. Mais on s'adapte à ça et on s'adaptera à ce coronavirus. Comment il va terminer ce coronavirus? Est-ce qu'il va rentrer dormir chez des chauves-souris? Est-ce qu'il va disparaître à la faveur de l'élévation de la température parce que bientôt il fera chaud? Bref, comment se terminent les épidémies, Jean-François Chambon? En médecine, on a un joli terme qui s'appelle l'histoire naturelle des maladies. Cette histoire naturelle des maladies, elle est contrecarrée par les réponses qu'on y apporte, qu'ils soient traitements, vaccins ou mesures. Donc il y a l'histoire naturelle et puis il y a l'histoire qui va advenir en fonction des réponses qu'on va donner. Je viens de vous le dire, les personnes, ce virus il se transmet relativement bien, ce qui explique pourquoi sa diffusion est aussi rapide. Il n'y a pas que la mondialisation et la circulation des personnes, il y a aussi la facilité et la rapidité avec laquelle le virus se transmet d'une personne infectée aux personnes proches d'elle. Toutes ces personnes-là vont faire une infection à coronavirus de formes très différentes. La très grande majeure partie des formes tout à fait bénignes, elles vont s'immuniser et du coup cette immunité va se développer dans la population. Et donc l'histoire naturelle de ce type d'infection, c'est que progressivement, ces infections vont disparaître à la faveur du développement de plus en plus important de l'immunité au niveau des populations qui sont en contact avec ce virus. Une sorte de vaccin naturel. Bien sûr, mais l'organisme se défend. Eh bien. D'ailleurs, le vaccin, comment se compose-t-il? Le vaccin, c'est une forme de stimulation de cette défense immunitaire. Effectivement, le vaccin, c'est un leurre qui est présenté au système immunitaire, qui va fabriquer des anticorps spécifiques avant même d'être infecté. Et quand il sera éventuellement infecté ultérieurement, ces anticorps spécifiques étant déjà présents dans le sérum des personnes qui viennent de s'infecter, il va tout de suite bloquer la réplication virale, ce qui évite de faire la maladie. C'est comme ça que ça marche, un vaccin. Et oui, parce qu'en fait, c'est fascinant ce mécanisme-là. C'est-à-dire, on instille une sorte de mémoire et il dit, tiens, celui-là, je le connais, il est méchant, et dès son arrivée, on va attaquer. Donc c'est ça qui est fascinant comme mécanisme. Et c'est le mécanisme même de la vie. Et on a parlé beaucoup de l'équilibre. C'est-à-dire, la vie, c'est un équilibre ou plutôt un déséquilibre permanent. Et donc, on reprend équilibre sans arrêt. C'est Claude Bernard qui a mis ces mécanismes-là. Donc, c'est très fascinant. Donc, à un moment donné, il y a un déséquilibre. Et puis, on retrouve un équilibre d'une autre manière. Moi, je voulais que vous me racontiez l'histoire de Pasteur avec ce geste inaugural qui est quasiment un geste républicain lorsqu'il inocule le virus de la rage au jeune Joseph Meister. Je crois qu'il venait d'où? D'Alsace. Et il avait été mordu par un chien. Et il allait mourir. Il allait mourir. On savait ça. Et alors, ce qui est très, très intéressant, c'est que, mais ça, je parle sous le contrôle du médecin, mais il y avait un projet, au fond, de traitement qui n'avait été utilisé que pour les chiens. Et puis, arrive Joseph Meister. On sait que si on ne fait rien, il meurt. On sait ça. Voilà, et alors, on voit la discussion entre les médecins. Et lui n'est pas médecin, Pasteur. Et on lui a souvent reproché. Donc il dit, voilà, c'est le moment. Et ses collaborateurs disent non, on n'est pas prêt.
Mais si on n'y va pas, principe de précaution, le petit Joseph Meister meurt. Et alors, ce qui est très passionnant, c'est les carnets scientifiques, les carnets de laboratoire de Pasteur. Heure par heure, il raconte les inoculations de plus en plus violentes, parce qu'il inocule de plus en plus. Et donc, petit à petit, on voit son angoisse. Et il dit, ah, Joseph, joue. Enfin, c'est passionnant, c'est bouleversant. Parce que, et puis, à la fin du mois de juillet, ça y est, il est sauvé. Et donc, on peut suivre, ça existe partout, on peut le voir, comment ce que c'est l'angoisse du chercheur, qui regarde un peu comment ça se passe. Donc, parce que c'est contre-intuitif d'inoculer le mal pour soigner le mal. Mais évidemment, c'est ça le principe même, pour stimuler les réactions du corps. C'est ça qui m'a passionné en tant que non-médecin, mais malade potentiel. Mais alors pourquoi ça a marché, Jean-François Chambaud? Parce que le jeune Joseph Meister avait déjà été mordu par le chien, autrement dit, il avait déjà été touché par la rage. Ça a marché parce que c'était la rage. Et qui est une infection tout à fait particulière, puisque en fait, le problème qui est causé par la rage, c'est le moment où le virus de la rage pénètre au niveau du système nerveux central. Or, il s'écoule un délai entre la contamination, la personne est mordue, et le virus, il va s'inoculer au niveau de la main, par exemple. Et il va mettre quelques semaines à remonter par le système nerveux, par les nerfs, pour atteindre le système nerveux central. Donc ce modèle infectieux-là, qui est tout à fait unique, laisse la possibilité de faire un vaccin dit thérapeutique presque, ou préemptif. Et puisque le corps va s'immuniser en quelques jours, et du coup les anticorps qui vont être fabriqués vont pouvoir bloquer cette progression jusqu'au cerveau. C'est un modèle particulier. Et alors, Éric Orsena. ça veut dire qu'il faut agir vite. Et que j'ai été à Phnom Penh, donc au Cambodge, où il y a un grand centre de l'Institut Pasteur, et j'ai vu la consultation. Et on voyait des gamins qui avaient été mordus, et ils avaient dans des sacs en plastique la tête du chien qui les avait mordus pour savoir. Et si on attend trop, ça y est, la rage s'est instillée dans le système nerveux central, et à ce moment-là, c'en est fini. Donc, comme ils viennent de l'autre bout du pays, s'il n'y a pas d'autres centres qui peuvent le rayer, donc c'est pour ça que nous avons, avec Pasteur, je dis nous parce que je suis tellement fier d'être dans cette action, une action de projet pour empêcher les 800 morts chaque année de gamins mordus par des chiens au Cambodge. Grâce à l'ancien patron de l'Institut Pasteur, Fontenay, on se bat là-dessus, parce que c'est une question de rapidité. On a en gros 3 jours. Vous avez un vaccin contre le SRAS, Jean-François Chambon? Oui, l'Institut Pasteur travaille sur tous ces micro-organismes. Il y a 2600 personnes qui travaillent à l'Institut Pasteur à Paris, et beaucoup de ces scientifiques sont dédiés aux travaux sur un très grand nombre de pathogènes, qui soient des pathogènes anciens, bien connus, émergents ou réémergents, ou des pathogènes nouveaux. Et donc, on a beaucoup de travaux en cours qui permettent de fabriquer les composantes pour différents vaccins. Après, un vaccin, c'est toujours spécifique d'une maladie, spécifique d'un virus. Du coup, on met au point à chaque émergence des nouveaux prototypes de vaccins qui sont composés pour bloquer certains antigènes très précis de chacun des virus, et qui sont notamment les antigènes d'attachement. Éric Orsena, donc le prochain c'est le cochon. Alors lui, ça n'est pas une maladie, mais en revanche, il a un lien. Attendez, il y a une maladie, donc la peste porcine africaine, et on a vu ça. J'ai fait des reportages. Du cochon, elle va pas porter uniquement sur la peste porcine. Non, non, c'est les relations avec les animaux, les relations, parce que le cochon a partagé notre vie pendant longtemps. Et donc, quand il y a une menace, il faut voir ce que c'est. Il faut voir ce que c'est dans les Ardennes. Et j'ai été dans les Ardennes pour voir, parce que il y a eu des contaminations de sangliers. Et les sangliers peuvent évidemment contaminer les cochons. Et s'il y a un seul cochon chez nous qui est contaminé, on ne peut plus exporter en Chine. L'enjeu, c'est à peu près 1 milliard d'euros. Donc, vous voyez, dans des tas de domaines. Donc, j'ai été regarder comment ça se passait. Et donc, avec les barrières de 150 km qui cantonnent les sangliers belges malades pour empêcher de venir chez nous. Donc, vous voyez, c'est à la fois les relations entre les animaux et nous, les êtres humains, et les animaux sauvages et les animaux domestiqués, avec des passages comme ça, ce qu'on a vu tout à fait avec les barrières d'espèces. Mais ça, c'est cette évidence qui est l'unité du vivant.
Et dès qu'on on rompt une sorte d'équilibre ou de la vigilance, on ne peut pas. Mais qu'on fasse attention plus à notre alimentation, je redis ça, et qu'on respecte ceux qui sont sages. Et c'est des économies terribles de dire l'alimentation à bas prix. C'est le mépris de nous-mêmes. Et pour être encore plus sage, on peut lire ou relire votre Beaumarchais, un aventurier de la liberté. C'est aux éditions Stock ou le réentendre. Hein. On peut réentendre. Ah, on peut réentendre. C'est la bataille contre la censure. Aux technologies modernes, le podcast, ce genre de choses.